Salut, je m'appelle Divine Bellotti et je suis passionnée par les histoires inspirantes. Si vous en avez une, je serais ravie qu'on la raconte ensemble. Bienvenue à tous dans cet épisode de D'ici avec Divine Bellotti, deuxième épisode, et vous ne serez pas déçus car la barre est toujours haute. Une femme ayant un sens aigu des défenses des droits de l'homme, combattante surnommée Commando, l'honorable députée provinciale du Haut-Katanga, élue du territoire de Kambove, Komba Maka Liliane est avec nous aujourd'hui. Bonjour maman Liliane. Bonjour Divine, tous les plaisirs est pour moi d'être avec toi. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'avoir trouvé du temps pour pouvoir nous recevoir parce que je signale à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre que ce n'était pas facile d'avoir maman Liliane. Ça fait plus d'un mois que je suis en contact avec elle et aujourd'hui elle nous a fait la faveur de pouvoir nous accueillir. Donc, merci maman Liliane. Merci bien. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif. Maman Liliane, est-ce que vous pouvez en dire plus aux téléspectateurs sur qui vous êtes? Parce que j'ai peut-être dit que vous étiez honorable, peut-être d'autres n'étaient pas attentifs au début, mais est-ce que vous pouvez faire une présentation de vous, qu'on sache un peu avec qui je suis aujourd'hui? Parce que les gens savent que quand je reçois quelqu'un, c'est quelqu'un d'inspirant. Mais est-ce que vous pouvez leur dire un peu en quelques mots qui vous êtes? Moi, je m'appelle Komba Maka Liliane. Comme Divine m'a présenté, je suis élue de Kambove. Donc députée de la province du Haut-Katanga. À l'Assemblée, je suis la présidente de la commission sécurité et droits de l'homme. Je suis du monde rural, voilà pourquoi on m'appelle une voix pour le monde rural. Et je suis mère de famille. Pour le reste, j'ai quand même un petit bon nombre de spécialités. Je suis une littéraire agrégée. Et puis, j'ai quand même un bagage en développement communautaire, gestion des projets et des entreprises. J'ai fait le droit, mais ma vocation était d'être une infirmière. Voilà. Alors, c'est déjà par là que je vais commencer ma première question. Comment ça se fait que vous avez vous-même été enseignante, vous avez fait des études d'infirmerie et vous-même, vous avez fait plusieurs formations en ce qui concerne le droit? Comment expliquer un peu tous ces mélanges-là? En fait, moi, je voulais vraiment, dès mon jeune âge, être une infirmière. Ce n'est pas parce que j'ai manqué l'intelligence pour faire la médecine, être médecin, mais moi, je pensais que si j'étais infirmière, je pourrais toucher les gens, le prendre en charge, leur donner des soins. Mais ma famille n'était pas tout à fait d'accord. C'est comme ça que j'ai fait, après les études secondaires, mon nom est sorti et puis je peux dire qu'il y avait aussi la mère d'une religieuse qui m'aimait beaucoup, qui voulait que j'entre dans les couvents. Elle disait que je devais faire des petits poèmes, je devais enseigner le français aux enfants et son vœu s'est réalisé quand je suis partie à Kim pour aller à l'ISTEM, mais malheureusement mon nom était sorti à l'IPEN et comme il y avait aussi la faculté de lettres, j'ai rebroussé chemin. Je me suis dit, chez nous aussi, il y a les lettres, alors j'ai rentré à Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier à la faculté de lettres et département de français. Mais j'avais toujours ma vocation. Alors comment j'y suis rentrée le faire? Un jour, j'ai rentré de l'université, j'ai trouvé une petite fille abandonnée au bord de la rue. Elle était violée, mais elle ne trouvait pas de soins. Je l'ai prise et j'ai intéressé une amie qui avait une tante religieuse. On l'a amenée à Sindoué, on l'a hospitalisée. On devrait enlever pas mal de choses parce que c'était pourri. Et alors j'ai quitté l'université, j'allais voir la petite fille. Mais malheureusement, c'était une petite fille qu'on avait internée dans la salle des gynécos. Elle était moquée et par l'infirmière et par les mamans. Chaque fois quand j'arrivais, même moi, je recevais le même traitement. C'est comme ça qu'un jour, je rentre, je regarde là où elle devait être, il y avait un vide. Et je me suis décidée d'aller dans la rue, de la chercher. Et c'est comme ça que je suis rentrée à ma vocation première. J'ai dit, si j'étais... Ah, j'allais éternuer, je m'excuse. Si j'étais infirmière, je pourrais davantage soigner, la toucher et ne pas la mépriser. C'est comme ça que chaque jour, j'allais voir les recteurs et en ces temps-là, c'était le professeur Kilangam Sindé. Je lui disais, pourquoi ne pas amener l'ISTEM ici?
Tellement que j'insistais, un jour quand il nous enseignait, j'étais alors en première licence, il est venu, il m'a dit, Mademoiselle Liliane, ton vœu est réalisé, bientôt il y aura l'ISTEM ici. Et c'est comme ça que j'étais en première licence en français. Je suis partie faire le sciences infirmières, la gestion hospitalière. Donc, vous avez quitté? Je n'ai pas quitté, je faisais les deux. Les deux en même temps? Oui, je voulais terminer comment vous ma trouviez licence. le temps? Ah, j'avais plus de temps. En lisant même votre, comment on appelle ça, votre CV, si je peux le dire ainsi, j'ai vu que vous n'avez pas un seul diplôme de graduat, mais plusieurs. Comment vous avez fait pour avoir autant de diplômes de graduat? Et des licences aussi. Oui, mais comment? Expliquez-nous, parce qu'on en connaît beaucoup qui se fatiguent à 4 ans de LMD, il est fatigué. Il y a toujours un temps. Hein. Oui. Le temps est là, mais c'est l'organisation. Donc, je faisais la licence et j'allais en premier graduat à l'ISTEM. Et j'étudiais parfaitement. Et c'est comme ça que je suis entrée en deuxième licence. Bon, mais j'ai réussi les cours, j'ai bloqué les mémoires pour terminer la session à l'ISTEM. La famille ne connaissait pas. C'est quand ils s'attendaient que j'allais avoir la collation de grade, j'ai dit non, moi je ne termine pas en première session. Je vais aller. Pourquoi? Alors, on a découvert que j'étais maintenant en deuxième graduat à l'ISTEM. C'est comme ça que... Mais la vie n'était pas rose. Hein, mais expliquez-moi un peu, quand vous dites qu'à la maison on ne savait pas, qui payait les frais de scolarité? Ah oui, on payait pour moi la faculté de lettres. Moi j'ai habité chez ma soeur. Mais pour l'ISTEM, j'ai tricoté beaucoup. En ce temps-là, bon, genre vous tricotez des pulls? Des pulls dans les quartiers. On me consultait pour faire des brassières pour les bébés. Mon argent, là, j'épargnais pour payer les frais à l'ISTEM et je ne dérangeais pas les gens. En tout cas. C'était ça. Et j'ai terminé ma deuxième licence, je suis entrée en troisième graduat. Mais je n'ai pas pu continuer. Après les graduats, j'ai eu les calvaires. Quand on a su que j'avais ma licence, parce que de passage, le recteur Kilanga est passé à l'ISTEM. Alors il a dit, mais c'est fait mon étudiante à la fac de lettres. Et là a commencé mon calvaire. En tout cas, j'étais malmenée. Au point que pour terminer, on a dit, je n'ai jamais fait de stage. En ce temps-là, j'ai pris encore en charge une bonne dame qui, parce qu'après ma petite fille, là, je m'étais dit, je vais m'occuper des enfants, rester dans la rue. Parce que si j'ai fait un centre, je ne saurais pas prendre tous les enfants, mais avec l'espoir de retrouver la petite jeune fille. Et là encore, à Sendoué, j'ai trouvé une toute petite fille, mais qui n'avait que sa mère qui était abandonnée. Je l'ai amenée à Sendoué et j'ai fait les stages et tous les infirmiers, les médecins savaient que je m'occupais de ces cas. Mais à la fin de l'année à l'ISTEM, on déclare que je n'ai jamais fait les stages. On me bloque les diplômes. J'étais en larmes, même ma soeur me dit, mais tu es déjà licencié, agrégé, continue de faire ton troisième cycle. J'ai dit, moi je dois terminer les sciences infirmières. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Mais finalement, bon, après même la deuxième session, après beaucoup de pourparlers, finalement les recteurs même avaient intervenu au niveau de l'ISTEM et on a dit que je vais présenter mes examens pour que j'obtienne les diplômes de graduat de ça. Mais moi, je ne voulais pas faire pour avoir de l'argent. J'ai même fait un vœu comme une catholique fervente. J'ai dit, Sainte Vierge, si tu me fais infirmière, je travaillerai bénévolement pour les gens. Et ce que j'ai fait tout le temps, je peux enseigner, je peux faire un module, je peux avoir de l'argent parce que j'ai fait quelque chose. Mais pour les sciences infirmières, c'est du bénévole. Mais si j'ose prendre même un bonbon, en tout cas, c'est de problème en problème. J'ai déjà compris, je soigne dans les villages et j'ai eu à travailler bénévolement à Sendoué. Et puis, par après, quand j'ai mis en place mon association Action communautaire pour l'enfance défavorisée, c'était ciblé pour soigner les enfants de la rue. Oui. Et puis, j'ai travaillé avec le docteur Katomski qui m'a appris à soigner pas mal de plaies infectées. Et c'est comme ça. Donc si je comprends bien, vous avez eu votre diplôme, vous étiez enseignante, mais en même temps vous faisiez du bénévolat pour soigner les personnes qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner. Oui, surtout les enfants de la rue. Et puis après, il y avait un projet où on avait besoin d'une facilitatrice, comme je peux dire, parce que ma soeur, on avait la ferme familiale et dans ce village,
à cette période-là, les femmes avaient les chics et la gale. C'est quel village, s'il vous plaît? Kapoulois, dans les territoires de Cambove. Là, c'est en 1998. J'accompagnais ma sœur et puis j'ai commencé à soigner ces femmes-là. J'ai prodigué des conseils de propriété, des compétences à la vie. Mais quand elle a eu un projet pour le Eshima Yamama, alors toutes ces femmes ont porté les choix pour moi, pour que je puisse les accompagner dans l'éducation informelle, ce que vous appelez communément l'alphabétisation. Et c'est comme ça que... J'aimerais bien souligner un petit truc là. Donc déjà à cette époque-là, sans que vous le vouliez, il y avait déjà une communauté de gens qui essayaient de vous pousser à prendre les rênes, en fait, à être à un certain niveau pour diriger. Bon, pas visiblement, mais j'avais un contact facile. Bon, c'est avec moi. Moi, j'essaie de me rabaisser pour avoir ce que je veux. Parce qu'en suivant ma sœur, j'ai trouvé que je n'avais aucune notion dans l'agriculture. Votre sœur, elle était dans l'agriculture? Oui, oui, vraiment. À Jean-Gécamine, mais avec sa ferme. Elle a commencé, elle a mis en place l'ONG Sud-Ouest Développement. Et alors, moi, j'ai commencé à apprendre par les femmes. Quand je les soignais, elles aussi m'apprenaient comment faire l'agriculture, comment faire les buts, comment on peut faire les légumes et autres. Mais quand ces projets-là est venu, ils ont porté les choix sur moi. C'était apprendre à lire, à écrire, avec une méthode très spéciale où il n'y avait pas besoin de tableaux ni de bic. Il fallait, à partir de l'activité de la personne, lui apprendre à écrire. Mais c'est ce qu'on appelle l'alphabétisation fonctionnelle. J'ai très bien capitalisé. On s'en est en sorti parce que je n'ai pas perdu même pas une femme. J'allais de village en village, même si en ces temps-là, il n'y avait pas de motos, des vélos. Très peu de... un peu, avec tous ces déplacements que vous faisiez, à cette époque-là, en 1998, vous n'étiez pas déjà mariée? C'est comme ça que je venais de me marier. Vous êtes mariée en quelle année? En 1998-99. J'ai eu mon premier enfant en 2000. Le garçon, et puis le deuxième en 2005, c'est tout. Maintenant, avec tous ces voyages-là de village en village, comment votre mari le prenait? Bon, c'était pas tellement facile, mais quand même, on s'habituait. Et à cette époque-là, vous continuez toujours à donner cours? J'ai donné cours au lycée Ouzima. Et au même moment, j'allais parce que vous voyez avec l'éducation informelle, l'alphabétisation et l'apprentissage des métiers, c'est 2 heures. Vous ne pouvez pas dépasser. Et puis, à fréquence de 3 fois par semaine. Parce que dans l'éducation informelle, c'est la personne qui constitue le bagage pour lequel vous allez l'enseigner. C'est ce qu'on dit les curriculum horizontal. Maintenant, à l'éducation formelle, là, vous avez un programme préposé que vous devez suivre. Mais par après, j'ai dû abandonner l'enseignement formel. Je suis restée à l'éducation informelle, ce qui m'avait beaucoup plu parce que c'était un contact permanent avec les gens. Mais expliquez-moi un peu, dans l'enseignement formel, vous étiez mieux rémunéré que dans l'enseignement informel? Mais non, oui, j'avais 2416 francs. Oui, et avec 20 000 de FIP. Alors, maman Liliane, ma question là tout de suite, ce serait de savoir comment vous avez commencé par être enseignante. Quel était le parcours pour arriver jusqu'à être députée? Jusque là où nous sommes, ce que j'ai compris, c'est que vous étiez enseignante dans une école et vous vouliez aussi aider votre sœur qui avait une ferme. Je l'accompagnais, oui. Et qui avait commencé aussi une ONG pour encadrer les filles de la contrée. Allez, on continue. Oui, et comme il y avait ces femmes-là, elle avait son ONG. Et puis après, elle a eu un projet qui comportait à alphabétiser ces femmes parce que dans les milieux, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas les petites filles mouraient suite à des grossesses précoces. Et ce ONG portait sur le droit de la femme, le droit du paysan. Maintenant, quand on va encore nous localiser, c'était à quel endroit exactement? C'est dans la vallée de la Loufira, à Kapoulois précisément. D'accord. Et alors, quand moi aussi je l'accompagnais, j'ai commencé à aider, à dialoguer avec les femmes, à les soigner. Mais quand le projet est venu, il fallait leur donner une facilitatrice, une animatrice, parce qu'en éducation informelle, on ne parle pas d'enseignante, c'est une facilitatrice, donc elle favorise l'enseignement, c'est basé sur les métiers que les personnes font.
Et c'est comme ça que ces femmes ont porté les choix sur moi, que je puisse commencer à les accompagner. Ces femmes, vous avez juste repéré, comme vous les aidez de temps en temps à les soigner avec des petits bobos. Parce qu'on dit, chercher dans la contrée une personne, une femme en l'occurrence, qui peut vous enseigner. Elles ont dit, nous voulons maman Liliane. Et là-bas, on m'appelle souvent Liliane. On n'appelle pas des mamans. Quand on vous capitalise, on dit Liliane. Liliane peut nous enseigner, nous l'aimons beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les enseigner. Et puis, une petite question. Quand vous avez commencé à enseigner ces mamans-là, vous avez arrêté avec l'enseignement dans les écoles? Oui, bien sûr. J'ai arrêté parce que à partir de Kapouloua, j'ai suggéré à la grande sœur si on pouvait étendre dans les autres contrées parce que les besoins se présentaient là à Kiessé et les autres membres. Mais j'aimerais savoir une chose. Y avait-il une motivation financière, genre dans le sens où avec les ONG vous gagnez plus que dans les écoles ou bien? C'est une prime de survie, quoi, comme on dit. Vous faites avec les femmes, au même moment vous faites aussi pour vous. Il y a une prime de survie qui est vraiment insignifiante, mais en faisant le maraîcher et tout, et vous aussi, vous devez être modèle. C'est ça l'approche. Parce que vous ne pouvez pas être démunis et s'occuper des femmes et leur montrer le chemin. Je vais arriver même comment on m'appelait commando. D'accord. Au même moment, j'ai trouvé que j'ai eu aussi la passion parce que dans les villages, je n'ai pas arrêté ma vocation de soigner et aussi d'enseigner. L'éducation informelle est très émouvante et très épanouie. Parce que vous êtes dans la nature, vous êtes dans les champs des oignons, dans les pépinières, vous chantez et vous apprenez au même moment. Donc les sujets sont choisis ensemble avec les femmes. Par exemple, vous voulez faire la culture d'oignons. Il y a aussi la culture d'amarante. C'est à partir seulement de pierre. Vous faites la matrice des cultures. Donc il faut apprendre aux femmes ce qu'elles peuvent manger beaucoup, vendre davantage, ce qui a plus de maladies et ce qui est sur le marché. À partir des pierres, vous pouvez donner les points, vous alignez, vous faites déjà un calendrier. Voilà, c'est très beau. Et alors, vous faites aussi les thèmes sociaux. Les thèmes sociaux, c'est comme vous pouvez cibler, vous alignez les VIH, les violences faites à la femme, la malaria ou comme le temps actuel, la Covid. Maintenant, on va donner les pourcentages et vous devez commencer par la maladie ou le problème qui a plus de points. Et c'était comme ça très bien. Mais je voyais que chaque fois on voulait me proposer davantage, on trouvait qu'on faisait très bien les activités d'agriculture parce qu'on avait pris la méthode approche champ-école. Approche champ-école, c'est ce qu'on dit. On prend en compte aussi les savoirs paysans. Mais quand on me demandait, vous êtes agronome, j'ai dit non, je suis licenciée en français. On m'a négligé. Et c'est comme ça que j'ai pris la ferme résolution de faire le développement. J'ai encore recommencé. Donc là, c'est là que vous avez fait une formation? Non, j'ai étudié sur les bancs de l'école avec les jeunes gens. Je suis rentrée. Je me suis dit, comme il y a l'ISES Alikassi, l'ISES soir, je vais commencer, si je travaille le matin, le soir, je peux aller au cours. Mais moi, et je l'ai fait parfaitement. Ce qui me complique un peu dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que vous étiez très occupée. Mais à quel moment vous étiez à la maison? Non, c'est l'organisation. Tout le temps, avant, je me réveillais toujours à temps. J'arrangeais les tours. Bon, j'avais quand même des gens pour m'aider au ménage. Mais quand j'allais, j'ai travaillé, j'avais une discipline. Si je n'étais pas avec mes femmes ou au champ, j'étais à la maison ou à l'église. Il faut aussi souligner que votre mari, c'était quelqu'un qui vous encourageait beaucoup alors? Oui, oui. Même les enfants, tout le monde dans la famille m'accompagnait. On savait que ce que j'aimais. Et alors, le développement, c'était très facile parce que j'avais la pratique. J'ai eu autant de projets avec FAO à travers l'approche champ-école. On a fait la culture de manioc, on a étudié les maladies avec les femmes. On a fait les maïs, on a fait les haricots. C'est-à-dire, j'ai appris des femmes et moi aussi, je les ai aussi retournées autrement. Et c'est comme ça, en allant de village en village, et c'est comme ça qu'un jour on est parti à Kambov, qu'on appelle maintenant Kambov commune. Et là, c'était en quelle année? Là, c'était en 2005-2006. Moi, toute ma vie, je ne suis restée en dehors d'enseigner
qu'à l'ONG Sud-Ouest Développement, mais avec différents projets. Alors, on devrait aller enseigner les femmes de Kambove, parce que j'avais trouvé que à Kambove, il n'y avait pas beaucoup d'associations, et puis il y avait la déperdition des cultures maraîchères à cause de l'exploitation minière. J'ai mis en place une association ALCAF, Action lutte contre l'analphabétisme de la femme. J'ai proposé à une belle-sœur qui était dans la contrée, qui était enseignante, si elle pouvait s'occuper et puis enseigner, aider les femmes aussi de la contrée de faire comme à Kapulwa. Et c'est comme ça qu'en rentrant, on m'avait cogné par un vélo. Je me suis relevée, mais en ce temps-là, les transports étaient très difficiles. On est parti dans un transport en commun. Mais j'ai dit, bon, Dieu m'a donné les pieds. Moi, je vais défier Satan. J'ai demandé aux jeunes gens qui étaient là, il y avait 4 écraseurs qui étaient des scouts. On a dit, maman, on peut aller. On a commencé à marcher à pied. Malgré que on venait de vous cogner? Oui, et puis je venais d'une grossesse. Je venais de subir une césarienne de mon 2e fils après 2 semaines. Et ces jours-là... Où est-ce que vous puisez tout ce courage? J'avais, bon, c'est la volonté. La force, c'est de bien faire. Et je m'étais dit, comme j'allais enseigner les femmes, j'avais quand même des hauts talons, j'ai enlevé. J'ai mis au dos, je marchais à pied, il y avait des gravés qui me faisaient mal aux pieds. On a trouvé des bandits, les jeunes gens ont fait du bruit. J'ai frôlé des serpents. On est arrivé à Likasi. Et là, c'est pendant la nuit que vous êtes en train de marcher? Nous avions quitté à 18 h. Vers 23 h minuit, on a atterri à Likasi. Vous n'avez pas peur du noir, par exemple? Non, non, non. Il y avait la lune. Et on chantait. Comme j'avais demandé que ce soit les scouts. Et maintenant, la dame du village Kapulwa, quand elle est partie dans le village, elle a dit, on a marché avec maman Liliane de Kambove à Likasi à pied. Il y avait... paix à son âme, bon, il est mort, il s'est donné, il s'est empoisonné, moi je ne sais pas. Mais c'était un monsieur qui m'admirait beaucoup, il était gérant à la ferme. C'est lui qui a dit, en tout cas, c'est là, c'est un commando. Et c'est comme ça qu'est né le nom de commando. Et alors j'ai pris le courage, quand j'allais de village en village. Si en ce temps-là, il y avait les vélos ou les camions ou la voiture de ma soeur, mais si elle traînait, tellement que je tenais à voir tous les groupes. Je pouvais passer de Kapulwa à Kapolo et Kansalabwe, les différents villages du secteur de la Loufira. J'allais à pied, j'avais mon sac au dos, j'avais mes lunettes et ma casquette. Et les gens pouvaient m'attendre par ici. J'espère qu'on pourra avoir une photo pour la mettre dans la vidéo. Oui, 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 pas de problème. Et alors moi, j'entrais peut-être par derrière et j'ai trouvé les femmes, je les surprenais à telle enseigne que même si je ne suis pas là, les femmes et les hommes ne pouvaient pas s'absenter à nos groupes. Et c'est comme ça que, comment je suis arrivée à être députée. Vous savez, on aidait les gens. En 2006, il y a une dame qui est venue, elle a donné son plan, on a dit, on va l'accompagner. Je l'ai présentée au groupe, elle était numéro 4. Même les jours des élections, on écrivait aux dames, même à l'épaule, dans la main, n'oubliez pas numéro 4. Quand elle est passée, elle nous a oubliés. Elle n'est pas passée. Elle n'a pas pris nos problèmes. On va taire son nom. Elle n'a pas pris en compte nos problèmes. On est resté comme ça. Et c'est en ce temps-là, les filles qu'on avait accompagnées à l'ONG ont commencé à se marier. Et parmi les filles, il y avait une qui s'est mariée au mariage précoce. On l'a pris à l'âge de 15 ans. Et ces jours-là, on avait insisté, mais sa famille était pour qu'elle aille à son mariage. Elle a eu des enfants, mais malheureusement, elle en a perdu 3. Un beau jour, on m'appelle, on me dit, maman Liliane, on a amené Fanny au tribunal du territoire parce qu'on a supprimé ces tribunaux traditionnels. Mais en ce temps-là, il y en avait. On l'a jugée, on a demandé qu'on puisse la tester en public. On l'a testée, on a proclamé tout haut qu'elle avait le VIH-Sida. On a hué sur elle, alors que c'est elle, on l'a épousée avec son âge. Je suppose que c'est son mari qui lui avait amené. Et on l'a ramenée dans le village sur la moto. La honte, le froid, elle est morte. Alors toutes les femmes ont dit, maman Liliane, tu dois défendre Fanny. Quand chaque fois je les enseignais, à la fin, elle me disait, il y a Fanny qui demande son droit. Et il y avait autant de cas
des cas de viol, les cas d'expoliation des terres. En 2006? Non, on a évolué en 2009. 2006 c'est passé. 2009, venu les élections de 2011. Okay. Moi, je n'aimais pas la politique. Okay. Je disais non. Oui, parce que c'est même une chose qui m'a surprise. Quand j'étais en train d'essayer de revoir votre parcours, on ne voit pas comment vous êtes arrivé à être politicienne. Oui. On voyait plus dans le social, dans ce genre de... c'est ça. Et alors, je disais, bon, je n'aime pas la politique. Je ne saurais pas. De la même façon, je disais, je ne ferai pas les droits. Parler pour un voleur, ce n'est pas possible. Je n'aimais pas vraiment, alors que la majorité de mes amis ont fait les droits. Et alors, on a progressé. On a dit, on va encore accompagner. Il y avait des gens qui venaient dans la contrée, on a exposé nos problèmes, on a parlé, comment est-ce que nous, on ne pense pas à nous, il n'y a pas le développement. Et il y a eu encore cette vague, il y a des gens qui sont sortis des députés, ne sont plus rentrés. Et il y a eu autant de problèmes, surtout les cas de... Une petite question de parenthèse. Comment vous expliquez ce phénomène-là qui est à chaque fois des députés, des personnes qui prétendent, qui promettent des choses, mais une fois qu'ils arrivent à ce stade où ils doivent défendre ces choses-là, ils oublient. Comment vous expliquez un peu ce phénomène-là? Bon, moi je trouve que c'était des gens qui venaient pour l'intérêt et souvent qui utilisaient le monde rural comme un endroit facile. Là, on pouvait convaincre les gens facilement, ce que moi j'ai commencé à comprendre. Et maintenant, on a commencé à expliquer beaucoup. C'est comme ça que j'ai aussi multiplié les dépliants, comment voter et comment, qui voter et pourquoi voter. Et c'est comme ça que j'avais décidé de mettre en place l'ALCAF, la lutte contre l'analphabétisme de la femme. Il fallait donc, que la femme... Quand vous étiez en train d'apprendre tout cela, vous ne vous voyez même pas postuler? Non, non, non. Non, moi j'avais mes rêves, avoir des moyens, construire une école où on peut vraiment s'occuper des vulnérables, les victimes des violences. Dites-moi un peu, ce souci-là, il vient d'où? Vous avez eu un problème dans votre enfance? Vous avez observé ce genre de problème qui n'avait pas... ce souci-là, vraiment dans votre cœur d'aider ceux qui sont plus vulnérables, d'où vient-il? Bon, à l'âge de 11 ans, j'allais de moi-même dans les hospices aider les vieilles personnes. Je vous ai dit aussi avec les retrouvailles de la petite jeune fille qu'on avait violée. Alors, ça m'avait un peu traumatisée. Et puis, quand je faisais les stages, quand j'allais en stage à Sendoué, ici à Lubumbashi, vous voyez sur l'avenue Likasi, il n'y avait pas de maison. C'est maintenant qu'il y a des maisons. Je sortais un jour le matin parce que il y avait les stages en terminale. Il fallait peut-être passer nuit à l'hôpital, comme on était à la maternité. Un jour, j'ai rentré, j'ai vu un papa projeter une toute petite fille. Le matin, 6h, 7h, entre Camagnol et Likasi, l'a poussée dehors de son véhicule et la fille était trempée dans le sang. J'ai vu, ça m'avait fait mal. Et je n'avais pas grand-chose à faire pour elle, ce n'est que de l'amener à l'hôpital. Et puis un autre jour, j'allais toujours en stage vers les soirs. Il y avait beaucoup d'enfants de la rue. Ils avaient attrapé une petite fille, on voulait la violer. Mais je n'avais pas défendu. Je suis passée de peur que je ne subisse le même sort. C'était un cas de conscience. Maintenant, ces cris retentissaient à moi. Et c'est comme ça que j'ai pris la ferme résolution de dire je vais toujours protéger ces enfants, je vais me donner à ces enfants. J'ai convaincu une religieuse de Saint-André et les gens de la paroisse, on descendait vraiment dans la rue, on parlait, on parvenait à réinsérer des enfants. Mais d'autres restaient dans la rue. On peut rentrer. C'est un peu ça. Alors j'étais animée de cette vocation de défendre les droits. Je ne pouvais pas supporter qu'on puisse vraiment bafouer les droits de quelqu'un. C'est comme ça un avocat, un papa, qui me confiait beaucoup de cas quand il avait vu que dans l'entretemps, j'étais une actrice vraiment dans la société civile. Je m'occupais de la thématique genre. Et ce papa me dit, Liliane, je pense que si tu fais les droits, tu vas bien défendre les gens. Comme tu n'es pas juriste, deux fois, tu dois te référer aux avocats, mais qui ne font pas. Faire une jointure. Dans cette période-là, c'est pendant que vous étiez en train d'apprendre aux gens comment voter.
Oui, oui. Ok, On attendait encore la deuxième vague des élections en 2011. Et c'est pendant cette période-là qu'on vous a donné ce conseil par ce monsieur? Par ces messieurs, mais je me disais, ah non, moi les droits, non. J'ai continué à défendre. Mais si c'était les mineurs, je me constituais en partie civile, là c'est permis. Mais même notre ONG, j'ai amené beaucoup de problèmes de ce genre. À un moment, même ma soeur n'était pas d'accord. Quand il y avait des cas et que les parents désistaient parce qu'on leur donnait de l'argent, avec l'ONG, on était partie civile, on remportait pour la personne. On a avancé, mais ça fait du temps. Il y a eu des projets là où on nous a formés dans la collecte des données, dans les plaidoyers. On est arrivé même à 2009, 2012. C'est 2015, 2014, 2013 que l'esprit maintenant. Un jour, je suis partie défendre une dame qui avait subi des violences extrêmes dans son foyer. Et puis, j'étais à ses côtés. Le magistrat m'avait renvoyé d'une façon insolente. Et j'ai compris que le conseil de ce papa-là, que je fasse les droits, que je défende les sans-voix, était probable. Et c'est comme ça que je me suis résolue. J'ai dit, je vais commencer dès le premier graduat. Alors, vous pouvez nous situer un peu par rapport au temps? C'était en 2000 combien que vous êtes 2016-2017. Alors, je me suis... Vous n'étiez pas un peu gênée d'être avec des jeunes gens là? Non, au contraire, il m'encourageait. Et puis, c'est en ce moment-là que les femmes ont pris la ferme résolution, comme on était dans la fièvre des élections, dit cette fois-ci tu vas y aller. C'est toi-même, parce que toi, tu connais notre souffrance. Toi, tu connais nos problèmes. Et quand tu vas aller là-bas, toi, tu ne feras pas semblant. Et si même tu fais semblant, tu auras un cas de conscience. Et me parler, là, j'étais devenue une coordinatrice. J'ai commencé à former beaucoup de facilitateurs, de leaders, en tout cas des groupes, des comités de gestion. En quelque sorte, vous n'avez pas complètement quitté l'enseignement. J'avais déjà quitté l'enseignement. Non, mais quand vous dites que vous formiez des gens. C'est dans l'éducation informelle. Et j'ai été formée à la belle école du professeur Kokonzenza par un projet pas d'essai. Et comme il était mort, moi j'ai répercuté ça. Et dans tout ce que nous pouvions faire à l'ONG, on faisait l'approche champ-école. Donc c'est cet esprit, toi tu connais, moi je connais, on met ensemble. Tu ne connais pas, l'autre connaît, tu apprends. Et c'est un apprentissage, le cycle d'apprentissage par expérience. Et dans tout ce que je faisais cela. Et moi je pensais que c'était de la blague. Dans tous les villages, les femmes étaient unanimes. J'ai dit, mais moi j'ai pas assez de moyens, moi j'ai pas, mais comment je vais m'y faire? Elle dit non, mais encore, l'autre obstacle, je ne pouvais pas le faire indépendante. Parce qu'avec les élections de 2018, on a donné plus des privilèges pour les partis politiques. Elle avait le problème des seuils. Et c'est comme ça que j'ai dit, il faut que je fasse. À un moment, j'ai dit oui, je vais le faire. Et si je le fais moi-même, je serai dans l'hémicycle. Et moi, j'avais à l'esprit, c'est la défense de faire une loi pour protéger les femmes. Parce qu'il y avait, la loi dit, devant la loi, il n'y a pas de discrimination, devant les infractions. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, vous subissez les mêmes rigueurs. J'allais dans les prisons, je faisais beaucoup de monitoring des prisons, je trouvais même des femmes enceintes, des femmes avec des bébés. Et j'ai dit, bon, comme ça, on va aller vers un parti quand même qui ressemble à la société civile. C'est lequel? Et c'est comme ça que j'ai opté pour l'AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo, parce que sa naissance sur la société civile et même ses préceptes. C'est comme ça, d'abord, je me cachais avec la crainte qu'on me chasse de la société civile. J'étais dans le noir, leur marraine. Pour des actions, on me demandait, j'ai donné quand même des fonds pour aider leurs actions, mais j'ai continué, mais je n'étais pas tellement sûre. Même les jours de déposer la candidature, les femmes sont venues dire, on va t'accompagner, tu vas aller. Et c'est comme ça que j'ai rapproché l'AFDC et j'ai déposé mon dossier. Et comme ça, j'ai dit, bon, ça va, alors on doit s'organiser. Et c'est au niveau de l'ONG qu'on s'est organisé. Il y avait des groupes de gens qui descendaient, il y avait ceux qui devraient... c'était pour battre campagne? Maintenant pour battre campagne. Mais pendant la campagne, il y a eu un événement encore.
alors que j'étais appelée à Lubumbashi au parti, mon fils a fait un accident mortel. J'avais envoyé les minibus à Kambov pour des séances de travail. Moi-même à Lubumbashi, mon deuxième fils allait à l'église pour son apostolat. Il a pris une moto et ils ont été percutés par un minibus. D'ailleurs, le motard était mort sur place. Quelques jours après, il avait les intestins fracassés. Il est mort 3-4 jours après. Mais mon fils avait une plaie béante très grave. L'os était même sorti. C'était au 8e jour de la campagne officielle. J'étais obligée de rester avec mon fils à l'hôpital. Maintenant, les terrains. Mais ces femmes se sont constituées en des électrices, aussi en des observateurs, en des témoins. Elles se sont souvenues que Maman Liliane nous a appris que si tu votes, tu peux aider l'autre à venir voter et à veiller sur elle. Pour celles qui ne savaient pas écrire. Il y avait des observateurs pour l'ONG qui se sont déversés dans tous les villages. Mais il y avait ces femmes-là qui s'alignaient. C'est comme ça. J'ai été votée comme ça. Elles se sont prises en charge. Le peu de temps que j'allais sur terrain pour la confirmation de la candidature, il y avait des vieilles mamans qui me donnaient 200 francs. J'arrivais à des endroits où les gens qui prenaient l'alcool, les lutuku, ils disaient « Nous, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de ton argent, mais dis-nous maintenant, quel est le président que tu nous amènes ?» Des questions comme ça. Alors moi, j'esquivais. Je disais toujours, vous m'avez vu moi, maintenant le président viendra aussi. C'est lui qui croit qu'il doit être président. En tout cas, une chose que j'aimerais souligner, c'est ce désintérêt que vous aviez pour la vie politique, ce désintérêt que vous aviez d'être en avant, mais que des gens autour vous ont mis en avant. En tout cas, ça me marque. Et c'est ce qui a fait que, bon, on a voté. On a voté et puis je suis sortie. Et quand je suis sortie, il y a un monsieur qui portait le même nom que moi, comme moi, Komba. Il m'a attaqué. Il a dit... on a pris, comment est-ce que j'ai eu beaucoup de voix chez lui. Mais il avait oublié que là-bas dans sa contrée, j'ai même ouvert des écoles maternelles. Donc toute ma vie, depuis 1998 jusqu'en 2018, je n'ai que travaillé de village en village en défendant les droits des paysans, les droits des femmes, en faisant l'agro-business, créer l'argent, faire des innovations. Mais comment est-ce qu'on ne pouvait pas me porter? Et c'est comme ça que je suis devenue députée du territoire de Kambov. Et maintenant, l'autre obstacle, je suis arrivée à l'hémicycle. J'avais des ambitions d'être rapporteur, ça m'a échappé. Mais j'ai dit, mon Dieu, moi, je vais être dans la commission droits de l'homme pour encore continuer. Parce que s'il y a des problèmes avec mes groupes, qui va parler pour ces groupes? J'étais avec que des hommes. L'unique femme qui devait me porter, ces jours-là n'était pas là parce qu'il fallait que chaque groupe parlementaire, comme on était 6 groupes, puisse faire sortir un député et à 6, vous faites sortir les présidents et les rapporteurs. Alors devant ces hommes, j'ai commencé à parler. Et surtout que celui qui était mon adversaire, j'ai jeté son nom, il a dit, toi tu es une femme. Tu ne sauras pas faire la sécurité, tu vas... Et ça m'a réveillé toutes les souffrances, tous les traumatismes, toutes les injustices. J'ai commencé à parler les défenses, les choses de droit. Alors donc on était 5, non? 2 sur le 5 ont opté pour me voter. Et plus ma voix, j'ai eu 3 voix sur 5. Et j'ai pris la présidence de la commission sécurité droits de l'homme. Et c'est ça un peu toutes les personnes qui nous suivent ont été émues par l'histoire de Maman Liliane. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors Maman Liliane, juste une dernière question. Est-ce que vous pouvez donner un conseil, juste quelque chose que vous trouvez important à dire à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre? Ça peut être des jeunes, ça peut être des grandes personnes. Un dernier mot tout simplement pour chuter. Bon, moi ce que je peux dire, c'est qu'on veut, on peut, comme on l'a dit. Aux jeunes gens, d'abord j'ai dit d'être dynamique, d'être debout, de ne pas se plaindre, de savoir qu'on ne peut pas faire quelque chose pour toi si toi-même tu ne t'engages pas. Aux femmes, j'ai dit davantage,
La défense de nos droits est à la fois individuelle et collective. Et à toutes les personnes, les hommes, parce que un jour, un monsieur m'a dit, honorable, et maman Liliane, aujourd'hui, tu es une grande dame, parce que même moi, l'homme, je peux m'arrêter devant ton discours. C'est de faire ce qui est important, ce qui est nécessaire, et même le reste vient de surcroît. De s'engager. Quand on a donné sa voix, on a donné sa promesse de la réaliser. Et le reste vient facilement. Et ce que je peux dire, et nous avons besoin des gens braves, des hommes, des femmes, des jeunes pour l'émulation de notre pays. En tout cas, merci bien. En tout cas, c'était le dernier mot de maman Liliane. Un grand merci vraiment d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience. J'espère que cette histoire vous aura ému parce que moi, je suis très émue. C'est déjà la fin de cet épisode de Hadis et avec Divine Beloti. En tout cas, prenez la peine de partager cet épisode, prenez la peine de laisser des commentaires, prenez la peine de nous soutenir. Bye bye, à la prochaine.